Ici, Manon, j'ai acheté cette maison pour le silence, pour le vide. Mais il a suffi d'une photo. Une seule photo de ma terrasse postée sur Instagram pour que le groupe WhatsApp de la famille explose. 10 minutes plus tard, ma mère, Catherine, m'envoyait un message. Super. Guillaume et Élodie peuvent emménager vendredi. Ils arrivent avec les valises, le berceau et un serrurier. C'est parfait. Je pensais avoir enfin gagné mon propre Noël. En réalité, je venais d'interrompre un braquage dont j'étais la victime désignée. Avant de vous raconter comment j'ai démantelé leur plan, pièce par pièce, dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore voir jusqu'où notre communauté s'étend. Je m'appelle Manon. Le jour, je suis expert comptable judiciaire. La plupart des gens entendent ça et imaginent des fichiers Excel et de l'ennui. Mais mon métier n'a rien à voir avec les chiffres. Il a tout à voir avec le mensonge. Je ne cherche pas les erreurs de calcul. Je traque les comportements humains dissimulés dans les données financières. Les gens pensent pouvoir cacher leur avidité, leur vol, leurs secrets dans un grand livre de comptes. Mais les chiffres ne mentent jamais. Seuls les hommes mentent. Toute ma carrière repose sur un principe froid et unique. Suivez l'argent, vous trouverez la pourriture. Je passe mes journées à disséquer la fraude d'entreprise, à tracer les fonds détournés et à exposer des PDG qui se croient plus malins que le système. Je vis dans un monde en noir et blanc, d'actifs et de passifs, de débit et de crédit. Il n'y a pas de place pour le gris, pas de place pour le peu, être, et certainement pas de place pour la loyauté familiale quand les comptes ne sont pas justes. Mais ma propre famille, eux, c'est un tout autre type d'audit. Mes parents, Bernard et Catherine, opèrent selon un système de comptabilité émotionnelle qui ferait passer une pyramide de Ponzi pour une œuvre de charité. Depuis 30 ans, ils truquent les comptes de notre histoire familiale, transférant tous les actifs vers mon frère aîné, Guillaume, et déversant tout le passif sur moi. Guillaume, c'est l'enfant roi, le soleil autour duquel toute notre famille orbite. Il est charmant, ambitieux, et perpétuellement, désastreusement malchanceux en affaires. Ou du moins, c'est l'histoire officielle. Il y a 10 ans, Guillaume a lancé une start-up de logistique. Ça devait être le prochain Amazon. Mes parents ont hypothéqué leur pavillon pour le financer. Ils ont convaincu oncle et tante d'investir. Et quand les chiffres ont commencé à trembler, mon père m'a demandé de jeter un œil. Aide-le juste un peu, Manon. Tu es douée avec les chiffres. Fais en sorte que ça marche. J'ai regardé. Et ce que j'ai vu n'était pas une start-up en difficulté. C'était une scène de crime. Guillaume utilisait l'argent des investisseurs pour des vacances aux Maldives, des audits de fonction et un train de vie qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il n'échouait pas, il volait, j'avais le choix. Je pouvais falsifier les comptes, devenir complice de sa fraude et sauver l'honneur de la famille. Ou je pouvais dire la vérité. J'ai choisi la vérité. J'ai signalé les irrégularités aux investisseurs, notre propre famille, avant qu'ils ne perdent tout. La boîte a coulé. Guillaume a évité la prison uniquement parce que j'avais détecté l'affaire assez tôt pour négocier un plan de remboursement. Mais sa réputation était en cendres. Il a dû se déclarer en faillite personnelle. Dans un monde sain, j'aurais été l'héroïne. J'avais sauvé la famille de la ruine financière. Mais dans le grand livre tordu de la famille Lemaire, je suis devenue la méchante, celle qui a brisé le potentiel de Guillaume, celle qui a trahi le sang. Mes parents ne m'ont jamais pardonné. Ils ont créé une nouvelle narration, une narration de la dette. Selon eux, l'échec de Guillaume n'était pas dû à son incompétence ou à son vol, mais au fait que je ne l'avais pas assez soutenu, parce que je l'avais exposé au lieu de le couvrir. Ils se sont convaincus, et l'ont convaincu lui, que je lui étais redevable. Je lui devais mon succès, ma stabilité, ma vie même, parce que j'avais soi-disant pris la sienne. Pendant une décennie, j'ai vécu avec cette dette fantôme au-dessus de ma tête. Ils ne le disent pas explicitement, mais c'est là, dans chaque interaction. Guillaume a du mal à finir le mois, dit ma mère, en lorgnant sur ma nouvelle voiture. Ça doit être agréable d'avoir autant d'argent de poche, marmonne mon père quand je refuse de prêter 5 000 € à mon frère. Il voit ma réussite non pas comme quelque chose que j'ai gagné, mais comme des ressources que je thésaurise, des ressources qui appartiennent de droit aux frères que j'ai détruits. J'ai déménagé à Paris, gardé mes finances secrètes et construit un mur de glace entre nous. Mais je savais, au fond, qu'ils attendaient juste une opportunité pour recouvrer la créance. Ils attendaient le moment où mon bilan serait assez ouvert pour qu'ils puissent y plonger la main et prendre ce qu'ils croyaient être à eux. C'est pour ça qu'il me fallait la maison. Pas juste une maison, mais une forteresse.
un endroit où leur mathématique émotionnelle ne pourrait pas m'atteindre. La propriété était listée comme le Belvédère, située dans les Cévennes, à 3 heures de route de la civilisation, dans un terrain qui ressemblait au bout du monde. Ce n'était pas un chalet. C'était une anomalie architecturale, un prisme rectangulaire de verre et d'acier, ancré dans la roche basaltique d'une gorge, suspendu à 100 mètres au-dessus d'une rivière noire comme de l'encre. La plupart des gens qui la visitaient avaient le vertige. Ils voyaient les murs de verre du sol au plafond et se sentaient exposés. Moi, j'ai vu la clarté. J'ai utilisé l'intégralité de ma prime de dénonciation de 150 000 €, ma part du procès contre les anciens partenaires véreux de Guillaume, comme apport. Je l'ai acheté via une SCI que j'ai nommée Argus, d'après le géant aux 100 yeux qui ne dormait jamais. Je n'ai pas choisi la falaise pour la vue. Je l'ai choisie pour l'acoustique. Voyez-vous, la manipulation psychologique, le foie gaslighting, Foix a besoin d'écho. Elle a besoin d'un environnement chaotique où les mots peuvent être tordus, où la mémoire est fluide, où un foie, je n'ai jamais dit sa foi, peut se fondre dans le bruit de fond des obligations familiales. Mais le silence? Le silence est un vide absolu. Le silence est le seul environnement où le mensonge ne peut pas survivre, car il n'y a pas de boucle de rétroaction. À Paris, entourée de bruit et de notifications, j'étais encore la sœur coupable. Mais debout dans cette boîte de verre, regardant la brume rouler sur la gorge, je n'étais pas une sœur. J'étais une entité souveraine. Le silence n'était pas vide. C'était un bouclier. C'était la manifestation physique du mot non. C'était le plan. Isolation. Paix. La seule variable que je n'avais pas prise en compte était mon propre moment de vanité. C'était 2 jours avant le réveillon du Nouvel An. Le brouillard s'était levé, révélant un coucher de soleil qui transformait la gorge en canyon de feu. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une étincelle de fierté qui n'était pas liée à un tableau Excel. J'ai pris une photo de la terrasse, la rambarde en acier découpant le ciel brûlant, et je l'ai postée sur mon compte privé. Juste une photo. Pas de géolocalisation. Juste la légende. Enfin, c'était l'erreur. La notification est arrivée 11 minutes plus tard. Ce n'était pas un j'aime. C'était un message dans le groupe La Famille Lemaire. Catherine. Oh, Manon. C'est époustouflant. Et si isolé. C'est exactement ce dont Guillaume a besoin en ce moment. J'ai fixé l'écran. Mon pouce a hésité. Avant que je puisse taper un point d'interrogation, la suite est arrivée. Catherine. On s'inquiétait tellement de savoir où lui et Élodie iraient après la vie d'expulsion. Un centre de repos, c'est trop stérile. Mais ça, la nature, le calme, c'est parfait pour sa convalescence mentale. Ils peuvent emménager vendredi. On apporte le camion. Elle ne demandait pas. Elle informait. Elle allouait mon actif comme si elle était le gestionnaire de portefeuille et que je n'étais que la société holding. Je me suis assise sur mon canapé en cuir moderne, le téléphone froid dans ma main, et j'ai enclenché la compétence qui paie mes factures. J'ai audité la logique. Pour un étranger, cela ressemble à de la folie. Comment une mère peut-elle simplement réquisitionner la maison de sa fille? Mais je connais la formule. J'appelle sa foi la mathématique du narcissique. Dans une famille saine, le succès est une joie collective. Dans une famille toxique, l'économie est à somme nulle. Si le bouc émissaire moi possède des actifs, c'est la preuve d'une erreur cosmique. Dans leur esprit, ma réussite ne vient pas de mon travail acharné. Elle vient du potentiel que j'ai volé à Guillaume quand j'ai dénoncé sa fraude il y a des années. Par conséquent, ma maison n'est pas ma propriété. C'est essentiellement l'héritage de Guillaume, détenu à mon nom par accident. La reprendre n'est pas du vol à leurs yeux. C'est rééquilibrer les comptes. C'est la justice. Ma mère ne demandait pas une faveur. Elle saisissait la garantie sur une dette que je n'avais jamais contractée. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas argumenté. J'ai fait une capture d'écran. Et puis j'ai attendu. Ils n'ont pas attendu de réponse. Ils n'ont pas attendu d'invitation. Ils n'ont même pas attendu le week-end. Vendredi matin, 8h43. La notification sur mon téléphone n'a pas sonné. Elle a vibré avec le pouls rythmé d'une violation de périmètre. J'ai lancé le flux de sécurité sur ma tablette. La caméra montée au-dessus de l'allée a capturé l'arrivée en haute définition. Ce n'était pas une voiture. C'était un camion de déménagement de 20 mètres cubes, suivi par le SUV de mes parents. L'arrogance a un son spécifique. C'est le sifflement des freins pneumatiques d'un véhicule qui n'a rien à faire sur une route privée de montagne. J'ai regardé, sentant un détachement froid et clinique m'envahir. C'est ce que fait un auditeur. Nous nous asseyons dans des pièces calmes,
et regardant les gens se détruire par leur propre orgueil. Je n'étais pas une sœur regardant sa famille arriver. J'étais un auditeur regardant un passif s'exposer. Mon père, Bernard, est sorti du SUV. Il ne portait pas de vêtements de travail pour aider au déménagement. Il portait son blazer de chef de chantier, l'uniforme d'un homme qui croit posséder le sol sur lequel il marche. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée, ma porte blindée sur mesure avec serrure biométrique, et n'a même pas frappé. Il a tapé un code. Accès refusé. La lumière rouge du clavier a clignoté. Il a réessayé. Accès refusé. Il a essayé une 3e fois, martelant agressivement les boutons comme si la serrure allait céder à sa frustration. Puis il a reculé, les mains sur les hanches, regardant la maison non pas avec confusion, mais avec indignation. Puis Guillaume est apparu. Mon frère avait l'air plus maigre que la dernière fois, le visage émacié, les mouvements saccadés. Il ne portait pas de cadeau de crémaillère. Il portait une urgence frénétique. Il s'est planté devant la caméra de la sonnette, son visage remplissant le cadre, les yeux injectés de sang. « Manon !» a-t-il hurlé, sa voix distordue par le micro mais toujours perçante. « Manon, ouvre cette putain de porte. Le camion facture à l'heure. Tu fous en l'air le planning. » Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé si j'étais là. Il parlait à la maison comme si c'était une employée qui avait oublié de pointer. J'étais assise dans mon salon, les murs de verre me séparant d'eux par quelques centimètres et une infinité. J'ai appuyé sur le bouton « Parler » de ma tablette. Ma voix a été projetée sur le porche, amplifiée et glaciale. Ceci est une propriété privée. Vous êtes en violation de domicile. Partez immédiatement. Sur l'écran, je les ai vus se figer. Pendant une seconde, ils ressemblaient à des cerfs pris dans les phares. Puis, le choc s'est instantanément transformé en rage. « Ne me parle pas sur ce ton !» a crié ma mère, Catherine, surgissant dans le champ de la caméra. « Nous sommes tes parents !» Guillaume a besoin de s'installer. « Il est fragile, Manon. Ne ramène pas tout à toi. Ouvre la porte, Manon !» a aboyé Bernard en s'approchant de la vitre latérale. « On a un bail. On a des droits. Un bail. » Le mot a flotté dans l'air, lourd et absurde. Je n'avais signé aucun bail. Je ne leur avais pas parlé depuis des mois, mais c'était là le délire se manifestant sous forme de fiction juridique. « J'enregistre tout ceci, » ai-je dit, ma voix plate. « Si vous ne quittez pas les lieux, j'appelle la gendarmerie. » Guillaume a craqué. Il n'a pas juste crié, il a chargé. Il a attrapé une lourde pierre décorative dans le parterre de fleurs. « CST ma maison !» a-t-il hurlé en lançant la pierre. Le bruit du verre qui explose est distinct. C'est le son d'une limite physique qui est violée. La pierre a traversé le panneau latéral de l'entrée, projetant du verre trempé partout sur le sol à l'intérieur. L'alarme s'est mise à hurler. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai tapé sur l'écran pour sauvegarder le clip. Puis j'ai composé le dicept. Je n'appelais pas à l'aide. J'appelais pour ouvrir le dossier d'incident. L'audit avait commencé. La plupart des gens auraient fui. La plupart des gens, voyant leur famille briser des fenêtres et hurler sur la pelouse, auraient fait une valise et couru se réfugier en ville. Mais je ne cours pas. J'audite. Le rapport de police concernant la vitre brisée n'était qu'une formalité, une entrée horodatée dans le journal de leur agression, mais je savais que la violence physique est rarement la finalité pour des gens comme mes parents. C'est juste une distraction. Pendant qu'ils jetaient des pierres, ils remuaient aussi de la paperasse. Pour gagner ça, je n'avais pas besoin d'un thérapeute familial. J'avais besoin d'un requin. J'ai engagé Valérie. Ce n'est pas une avocate en droit de la famille à la voix douce qui parle de médiation. C'est une pénaliste qui a passé 15 ans à envoyer des cols blancs en prison. Elle opère avec la précision métallique d'une guillotine. Ils n'agissent pas comme des parents, lui ai-je dit dans son bureau vitré. Ils agissent comme une entité hostile tentant une OPA hostile sur ma vie. Traitez-les comme tels. Valérie ne m'a pas offert de mouchoir. Elle a ouvert son ordinateur. Auditons leur empreinte administrative. Nous avons passé les 48 heures suivantes à creuser. Nous n'avons pas regardé leur SMS. Nous avons regardé les registres publics, les bases de données des fournisseurs d'énergie et les changements d'adresses postaux. Et nous l'avons trouvé. C'était une attaque administrative synchronisée. 2 jours avant leur arrivée avec le camion, une demande de changement d'adresse avait été déposée à la poste, redirigeant le courrier de Guillaume vers mon adresse. Une demande avait été soumise à EDF pour transférer le contrat au nom de Guillaume, prétendant qu'il était le nouveau locataire principal. Ils essayaient de m'effacer de ma propre propriété, ligne par ligne, facture par facture.
Ils établissaient une résidence sur papier pour que, le temps que la police s'en mêle à nouveau, cela ressemble à un litige civil entre colocataires, plutôt qu'à une violation de domicile. « C'est de la fraude », a dit Valérie, en scannant la demande de transfert EDF. Mais prouver l'intention est difficile. Ils diront que c'était un malentendu, ou que vous étiez d'accord verbalement. J'ai regardé les documents, et j'ai senti un sourire froid et tranchant traverser mon visage. C'était le moment que j'attendais. Le moment où ma paranoïa portait ses fruits. Ils ne peuvent pas plaider l'erreur, ai-je dit, parce qu'ils sont tombés dans le piège. Valérie m'a regardé. Quel piège? Il y a 5 ans, quand j'ai réalisé qu'ils se sentaient propriétaires de mon argent, j'ai marqué mes données. C'est une astuce qu'on utilise en comptabilité forensique pour attraper les voleurs d'identité. J'ai mis à jour mon profil auprès de quelques organismes et data brokers avec une erreur spécifique et invisible. J'ai ajouté une initiale qui n'existe pas sur mon acte de naissance. Manon T, le maire. Je ne l'utilise jamais. Ce n'est pas sur mon permis, mon acte de propriété ou mes comptes bancaires. Ça n'existe que dans le profil de données que quelqu'un verrait s'il lançait une vérification de solvabilité non autorisée ou essayait de voler mon identité. J'ai glissé la demande de transfert EDF imprimée sur le bureau. Regardez le nom du demandeur. Valérie s'est penchée. Là, tapé en lettres capitales accablantes sous la section propriétaire autorisée, il y avait le nom Manon T, le maire. Ils n'avaient pas juste supposé avoir la permission. Ils avaient fait une enquête de crédit sur moi, volé les données trouvées et les avaient utilisées pour se faire passer pour moi. Ce n'était pas un malentendu. C'était une usurpation d'identité calculée et ils venaient de la signer avec l'encre de mon piège. Ils n'ont pas juste franchi une limite. Ai-je dit, en m'adossant à ma chaise. Ils viennent de nous offrir un crime passible des assises. Valérie n'a pas juste trouvé l'arme du crime. Elle a trouvé le rapport balistique et le ticket de caisse des balles. C'est pire que ça, a-t-elle dit, sa voix descendant d'une octave. Elle a sorti un document épais et agrafé de sa mallette. La police n'expulse pas quelqu'un s'il a un bail valide. Ça devient une affaire civile, un cauchemar qui prend des mois au tribunal. Vos parents le savent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas juste squatté. Ils se sont préparés. Elle a ouvert le document. C'était un contrat de bail résidentiel, 10 pages de jargon juridique, accordant à Guillaume et Élodie la location pour 12 mois, au tarif de 1 euro par mois. La signature en bas était une imitation parfaite de ma main. Manon T. le maire. Ils avaient encore utilisé le nom piège. Mais ce n'était pas le détail qui a vidé la pièce de son oxygène. Regardez la dernière page, a dit Valérie. J'ai regardé. Là, tamponné à l'encre rouge officielle, il y avait le sceau d'un notaire. Le document avait été notarié, jurant que je l'avais signé en personne. J'ai lu le nom sur le tampon, Maître Robert Leroux. Oncle Robert, ai-je chuchoté. Ce n'était pas mon oncle, mais c'était tout comme le plus vieil ami de mon père, son partenaire de golf, l'homme qui me donnait des bonbons quand j'avais 6 ans. Ce n'est plus juste de la fraude, Manon, a dit Valérie en se penchant, l'intensité de requin dans ses yeux s'aiguisant. C'est une association de malfaiteurs. Ils ont impliqué un officier ministériel. Ils ont falsifié un acte authentique. Si on prouve que c'est faux, vos parents tombent, votre frère tombe, et l'oncle Robert est radié et finit en prison. On peut le prouver, ai-je dit. Je n'étais même pas dans la région à la date de la signature. J'ai des relevés de carte bleue, des billets de train, des péages. C'est bien, a dit Valérie. Mais c'est circonstanciel. Ils diront que vous l'avez signé plus tôt et post-daté, que vous l'avez envoyé par courrier. Les jurys se perdent dans les chronologies. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti ma tablette. Ils ne se perdront pas avec ça. J'ai ouvert l'application du système de sécurité. Pas les caméras extérieures, celles sur lesquelles Guillaume avait hurlé. J'ai ouvert le flux du « cheval de Troie ». Quand j'ai acheté la maison, je savais que les caméras périmétriques n'étaient que dissuasives. Si quelqu'un passe le portail, il faut des yeux à l'intérieur. J'avais installé une caméra sténopée déguisée en détecteur de mouvement dans l'entrée, juste au-dessus de la console où l'on pose le courrier. Elle enregistre en 4K, avec un audio haute fidélité. J'ai remonté le temps jusqu'au timestamp. Hier, 16h15. J'ai tourné la tablette vers Valérie et appuyé sur lecture. Sur l'écran, mon père, Bernard, se tenait dans mon entrée. Ils avaient réussi à forcer la serrure provisoire, installée après l'incident de la vitre. Il avait l'air nerveux. Il a sorti un jeu de clés de sa poche, des clés qui semblaient neuves, et les a placées dans un bol sur la console. Puis,
Il a sorti le contrat de bail. Mets-le ici, Athée, il dit à Guillaume. Si les flics viennent, tu dis que tu es là depuis 2 semaines. Le bail est dans le tiroir. Les clés sont dans le bol. Ça prouve la résidence. Et si elle revient ? A demandé Guillaume, la voix tremblante. Elle ne reviendra pas, a claqué Bernard. Elle est trop faible pour nous affronter. Elle enverra un mail. Peut-être. D'ici là, on aura la possession des lieux. J'ai mis la vidéo en pause. L'arrêt sur image a capturé mon père au milieu de sa phrase, le visage tordu par un rictus de mépris absolu. J'ai regardé cette image, et je n'ai pas senti la brûlure de la trahison. J'ai senti le poids froid et lourd de la justice karmique. Voyez-vous ? L'arrogance est une forme de cécité. Ma famille était tellement convaincue de sa propre histoire que j'étais la petite sœur endettée, et eux les propriétaires légitimes de mon destin, qu'ils ont oublié de chercher le piège. Ils pensaient m'enterrer sous les mensonges, mais ils ne réalisaient pas qu'ils creusaient leur propre tombe en haute définition. Ils m'avaient donné la pelle, la terre et le plan. Ça, a dit Valérie, la voix feutrée par l'admiration professionnelle, c'est le coup de grâce. Non, ai-je dit en reprenant la tablette, c'est l'audit, et l'audit est clos. Je me suis levée. Dehors, le ciel virait au violet violent. La météo avait prévenu toute la journée, une tempête hivernale massive arrivait sur les Cévennes, apportant pluie verglaçante et vent violent. C'est le réveillon, ai-je dit. Ils prévoient une fête à la maison ce soir pour célébrer le rétablissement de Guillaume. Ils ont invité les cousins. Valérie s'est levée avec moi. Elle a pris son téléphone. Alors on ferait mieux d'aller voir les gendarmes avant que les routes ne gèlent. La tempête a frappé les Cévennes au crépuscule, transformant la gorge en tunnel de vent et de glace. La pluie fouettait les murs de verre de ma maison. Mais je savais que la tempête à l'intérieur allait être bien plus bruyante. Nous avons parfaitement chronométré notre coup. Valérie, moi et une équipe de sécurité privée sommes arrivés au portail juste au moment où le véhicule bleu marine de la gendarmerie arrivait. Le capitaine Morel, un homme sans fioriture que Valérie connaissait de ses jours au parquet, nous a rejoints sous la pluie battante. Mademoiselle le maire, a-t-il crié pour couvrir le vent. Nous avons reçu un appel d'un monsieur Bernard le maire, affirmant que vous tentez d'expulser des locataires légaux sans préavis. Il dit qu'il a un bail. Il a un bail, a dit Valérie en lui tendant une pochette étanche. C'est un faux. Voici l'affidavit du notaire admettant qu'il a falsifié le sceau sous la pression. Voici la preuve vidéo de monsieur le maire mettant en scène la résidence. Et voici la preuve que le nom du locataire, Manon T. le maire, est une identité fictive utilisée pour traquer la fraude. Morel a scanné les documents sous sa lampe torche. Sa mâchoire s'est serrée. On y va. Nous avons remonté l'allée. La maison était illuminée comme un phare. À l'intérieur, je voyais des ombres bouger ma famille, préparant leur fête de Nouvel An dans ma maison volée. Morel a martelé la porte. Elle s'est ouverte sur Bernard, une coupe de champagne à la main. Il a regardé par-dessus l'épaule du gendarme, m'a vu et a souri. « Tu as enfin décidé de nous rejoindre, Manon. » Hâté, il raillait. « Messieurs, cette femme harcèle mon fils. Nous avons un bail. » Il a agité le faux document comme un bouclier. « Monsieur le maire, » a dit Morel, sa voix tranchant le vent. « Sortez, s'il vous plaît. »« Je ne vais nulle part !» a hurlé Guillaume, apparaissant derrière Bernard. Il avait l'air frénétique. « C'est ma maison. Elle me doit ça. » Morel n'a pas discuté. Il est entré dans le vestibule. « Guillaume le maire, je vous place en garde à vue pour violation de domicile, effraction et escroquerie. Bernard et Catherine le maire, vous êtes en garde à vue pour complicité d'escroquerie, faux et usage de faux, et usurpation d'identité. » Le sourire a disparu du visage de Bernard. Catherine a laissé échapper un hoquet perdu dans le vent. Guillaume s'est jeté pas sur moi, mais sur le capitaine, hurlant à propos de ses droits, de la dette, de l'injustice. Il a fallu 2 gendarmes pour le maîtriser. Il a hurlé tout le temps, prouvant à tout le monde la police, et ses propres parents que la fable du génie fragile était un mensonge. Il n'était pas fragile, il était dangereux. Je les ai regardés se faire menotter et conduire vers les voitures. Ma mère m'a regardé à travers la vitre trempée de pluie de la voiture de police, les yeux écarquillés par le choc. Elle ne regardait plus une fille. Elle regardait une force de la nature qu'elle avait sous-estimée pendant 30 ans. Le dernier gyrophare s'est éloigné, ses lumières bleues s'effaçant dans la tempête. Je suis rentrée dans ma maison. C'était calme. Le vent hurlait dehors, mais à l'intérieur, le silence était absolu. L'air semblait plus propre, plus léger. Je suis allée vers la console où la caméra cheval de Troie enregistrait encore.
J'ai arrêté l'enregistrement. Dossier clos. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé la tempête faire rage au-dessus de la gorge. J'ai pris mon téléphone. Je suis allée dans mes contacts. J'ai sélectionné le groupe La Famille. Je n'ai pas hésité. J'ai appuyé sur supprimer et bloquer. Je suis Manon. Je suis expert comptable judiciaire. J'audite les mensonges. Et ce soir, pour la première fois de ma vie, les comptes sont enfin à l'équilibre. Si cette histoire a satisfait votre soif de justice, mettez un pouce bleu et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le silence vaut la peine qu'on se batte pour lui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires tirées des dossiers de l'invisible.